m'autoriser à faire la suite de ma présentation. Est-ce que vous voyez déjà mon écran partagé? Parfait. Nickel. Bonjour, monsieur Monin. Bonjour, Eric. Bonjour, désolé. Pas de problème. Comme je disais, on a un deuxième intervenant qui va avoir un petit peu de retard, qui est notre traceur, donc Yann. Donc on l'excuse et puis il rejoindra la conversation plus tard. Donc ce que je disais, c'est que je remercie donc l'ANS qui nous permet de mettre en place ces webinaires. Là, on est bien à la fin de la période de webinaire. Il nous en reste 3 en plus de celui-ci, un chaque mois. Donc là, ce mois-ci, nous abordons Parcours tes monuments, comment découvrir la ville autrement, finalement, grâce au parcours. Je laisse du coup la parole à notre président de l'association Parcours 59, Larbi, pour continuer cette introduction. Merci Justine, merci à tous les invités d'être présents. Je ne vais pas présenter ce qu'est Parcours, je pense que très bien ce qu'est Parcours 59. Par contre, j'ai un mot important à dire par rapport au projet Parcours tes monuments. Faut savoir que en 2011, on avait répondu à un appel à projet de la Fondation SNCF qui s'appelait Parcours tes monuments, qu'on a intitulé Parcours tes monuments, et auquel on a été lauréat. Faut savoir que ça a permis, moi ça m'a permis par exemple de rencontrer l'Agence pour l'éducation par le sport, parce que ce même projet a pu être lauréat régional de l'appel à projet Fais-nous rêver, et ensuite national, et avec des félicitations à l'Assemblée nationale. Et donc c'était hyper valorisant. Parcours tes monuments, il partait d'un constat en fait, c'était que les jeunes qu'on avait dans nos créneaux, qui étaient autour de nous, connaissaient leur ville, mais étaient vraiment très attachés à leur quartier. Et cependant, il y a certains lieux, certains monuments historiques qu'ils voyaient comme des monuments ou des bâtiments appartenant à une forme d'élite. Et là, je parle du musée de la piscine à Roubaix, l'hôtel de ville, la conduction publique et la forge. Il y a tous des lieux qui sont emblématiques de la ville de Roubaix et qui en fait, appartiennent à tous les Roubaisiens, à tous les habitants. Mais seulement, d'un point de vue des jeunes, ça appartient à une élite et ça ne leur appartient pas, ou plutôt, ils n'ont pas à y être et ils ne se sentent mal à l'aise d'y être. Et de plus, ils ne connaissent pas l'histoire non plus de ces bâtiments. Et quand on connaît le passif d'une ville comme Roubaix, qui était le centre du monde de l'industrie du textile, et que ça a permis un essor de la ville, et justement aussi une immigration massive, où est-ce que ces enfants sont aujourd'hui la composante de la ville, mais ne connaissent pas l'histoire de leur ville et se rattachent uniquement au quartier. Et donc, c'était dans cet objectif-là de se dire, on va démystifier la vision qu'ils ont de ces monuments, des lieux, de certains lieux de la ville, de ses responsables également, et également, on va leur apprendre, on va leur permettre en fait de prendre les armes pour savoir en parler de leur ville et savoir parler de ces lieux. Donc d'abord, ça a été par la mise en place d'entraînement dans ces lieux, de la rencontre des responsables de ces lieux. Je prends l'exemple de la condition publique, un lieu qui est à la croisée des chemins sur la culture, mais qui était en fait dans le passé un laboratoire de laine. En fait, c'est là où est-ce que toute la laine du monde, elle était acheminée et elle était testée. Elle était testée, éprouvée, et du coup, c'était le grand laboratoire de laine. Et du coup, les jeunes ont commencé à s'approprier le lieu. On a pu y faire des entraînements. On s'est mis en lien avec la Société d'émulation de Roubaix. Il faut savoir que les sociétés d'émulation sont des associations très anciennes mais là, en l'occurrence, celle de Roubaix, qui travaille sur l'histoire de Roubaix
qui a écrit un certain nombre d'ouvrages sur la ville, etc. On a aussi travaillé avec les archives du monde du travail dans un but très précis, c'était de pouvoir, avec les jeunes, retracer l'histoire de ces monuments. Et que ces jeunes puissent, avec leurs mots, savoir présenter le monument, mais aussi s'acculturer à certaines anecdotes qui les ont marqués. Et ce qui a permis par la suite de mettre en place des visites guidées dans ces lieux, avec ces jeunes qui exposaient ce qu'était le monument avant, ce qu'il est aujourd'hui, mais également des anecdotes sympas et surtout quand même quel parcours au freerun l'art du déplacement qui permet de s'approprier l'architecture des environnants. Et un exemple frappant, par exemple, avec je parlais de la condition publique, une anecdote, c'était ils se sont arrêtés à arriver sur le toit, parce que le toit, c'est un grand espace où est-ce qu'on peut se déplacer et visiter. Et en fait, on voit des herbes qui poussent, et il y a des anecdotes qui permettent de comprendre que il y a des plantes qui sont endémiques d'Australie et qui poussent sur le toit de la condition publique à Roubaix, dans le nord de la France. Et c'est des botanistes qui l'ont découvert. Et pourquoi en fait il y a des graines qui poussent sur le toit de la condition publique? C'est parce que la laine de mouton qui était acheminée jusqu'en France, elle a transporté des graines jusqu'au. Et c'est des petites anecdotes comme ça qui ont permis aussi de construire en fait l'histoire qu'ont voulu s'approprier les jeunes. Tout doucement, en fait, ce projet a été d'abord s'exporter à la condition publique, à une ancienne forge, à la draperie, c'est là où est-ce qu'on présentait la laine, plutôt les tissus, la par Barbieux, enfin bref, un certain nombre de lieux historiques et emblématiques. Et les jeunes, en fait, ont pu aussi, grâce à cela, financer des voyages pour aller rencontrer d'autres pratiquants dans d'autres villes ou d'autres pays, etc. Tout doucement, ça s'est transformé, c'est que, un peu par la suite, on a pu travailler avec l'Office de tourisme qui nous a proposé en fait de faire des visites guidées, mais plus à l'échelle de la ville, et donc d'aller de site en site avec des personnes qui ne connaissaient pas la ville et qui souhaitaient la découvrir autrement. Du coup, on a mis en place des visites guidées régulières avec l'Office de tourisme. Et les jeunes qui présentaient justement tout cela, tout doucement, qui ont pu se professionnaliser d'ailleurs, qui sont devenus qui sont rentrés en service civique, qui sont rentrés en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage, et aujourd'hui pour certains qui étaient en CDI, qui sont en CDI, et qui ont permis de partager en fait ce qu'est la ville, mais aussi se la réapproprier et au-delà d'habiter leur ville, comprendre son histoire et comprendre d'où elle vient. Et nous, on pense que c'est hyper fédérateur parce que, premièrement, ça permet de retravailler sur la confiance en soi mais aussi de se dire, en fait, je suis capable de pouvoir présenter des visites guidées, en plus d'une façon ludique, c'est-à-dire à partir de mon savoir-faire, j'ai pu proposer quelque chose de concret à un public qui était captif et qui était prêt à payer pour aller venir voir, à visiter des lieux. Et de plus, en fait, je mets en valeur par ma pratique des bâtiments qui sont chargés d'histoire et en plus, j'en apprends tous les jours. Donc voilà ce qui était tout l'intérêt qu'il y avait au préambule, en fait, du projet Parcours tes monuments avec Parcours 59. Kevin, je vous laisse peut-être la main sur la suite. Peut-être que ça a donné aujourd'hui. Et comment merci en tout cas, Larbi, pour cette belle introduction effectivement sur Parcours tes monuments. J'en profite parce que du coup, tu as devancé clairement le début de notre webinaire. Effectivement, la histoire du parcours, mais là, du coup, Kevin va pouvoir juste réintroduire cette partie-là
même si vous connaissez déjà un peu le parcours, tous et toutes, plus ou moins, on fait une petite présentation par Kevin et il complétera effectivement avec notre, comment dire, nos liens aujourd'hui sur Parcours tes monuments et comment ça s'est notamment illustré cette année pendant les Journées du patrimoine et comment ça s'illustre aussi, par exemple, dans les JO, comment on a pu aussi découvrir un Paris grâce aux JO 2024. Voilà, je laisse la parole à mon collègue. Très bien, merci beaucoup. Merci Larbi pour ce temps de parole. Et bonjour à tous et je suis content de pouvoir intervenir auprès de vous aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vais revenir globalement sur l'histoire du parcours parce que le parcours et le patrimoine, c'est quand même deux choses qui sont à la base totalement opposées. Et je dis ça en connaissance de cause parce que à la base, donc le patrimoine urbain, le patrimoine architectural, ça reste quand même des lieux sacrés. Donc ça peut être dans le sens propre ou dans le sens figuré, où c'est des endroits où on doit faire attention, ne pas les abîmer, vraiment les respecter. Et le parcours, c'est grimper et sauter partout. Donc, dans le commencement, on n'était pas fait pour faire du parcours et du patrimoine des actions communes. Et on s'en est rendu compte très, très tôt parce que sur Roubaix, et puis je pense que dans les autres villes de France et les autres pays, c'était la même chose, c'est qu'on avait des lieux qui devenaient emblématiques pour nous. Et certains étaient emblématiques pour nous, mais qui n'avaient aucun intérêt pour le patrimoine commun. Donc, on pouvait s'y amuser clairement. Donc, je pense notamment à des barrières, des sorties de métro, des passages comme ça un peu atypiques, sur lesquels on pouvait s'amuser librement. Et on avait d'autres lieux qui étaient un peu classés monuments du patrimoine et auxquels on avait pas ou peu ou difficilement accès parce qu'on inquiétait de par notre pratique, de par le fait d'avoir comme mission d'explorer les moindres détails, les moindres fissures dans les murs, etc. Ça inquiétait un peu le public en général, j'ai envie de dire, les gens qui étaient attachés à ces bâtiments. Et on s'est vite rendu compte que une des premières choses à travailler, en fin de compte, c'était de la médiation, de la prévention envers nos traceurs et envers les propriétaires ou les personnes qui géraient justement ces bâtiments et les gens aussi qui affectionnaient particulièrement ces bâtiments. Donc, on a mis en place pas mal de médiation donc, pour sensibiliser déjà les traceurs à savoir sur quel monument on peut grimper facilement, sur lequel on ne peut pas parce que c'est sacrilège, sur lequel on peut, mais on doit faire très attention et comment on doit se comporter face au public présent, face aux directeurs de structure, etc., qui sont dans les locaux, de manière à ce qu'à la fois les traceurs comprennent l'importance et le précieux, on va dire, du patrimoine architectural sur lequel ils évoluaient, et en même temps que les gens, les responsables ou le public comprennent que le but d'un traceur, c'est être et durer, déjà dans sa personne, mais également dans les bâtiments, dans les lieux qu'ils arborent. Parce que forcément, si on veut monter sur des bâtiments et les classer, bientôt, il n'y aura plus de bâtiments et on ne pourra plus monter dessus. Donc, dans cette optique, on a aussi notre rôle à jouer. Et donc, on a fait vraiment cette phase de médiation et de prévention, du coup, auprès de ces traceurs. Et dans la continuité, justement, on nous a été proposé d'aller un peu plus loin et de faire donc, ce qu'on appelle des visites orchestrées. Donc, c'est d'aller avec un guide touristique, parce qu'en fin de compte, on reste des sportifs, on n'est pas des guides et on n'a pas vocation à l'être. Mais accompagné d'un guide touristique, on pouvait rendre une visite plus ludique et plus visuelle, ce qui permettait d'élargir un peu le public qui était intéressé par ce type de visite, parce que les visites, c'était quand même réservé, c'était très solennel, et on savait un peu à quoi s'attendre quand on y allait, on savait comment ça allait se dérouler. Et le fait de ramener une discipline urbaine dans ces visites, ça a permis déjà de mobiliser un public plus large
que ce soit des jeunes, donc des gens plus jeunes, des sportifs, des artistes ou des gens qui sont intéressés par l'art et l'art urbain, et à entrer justement ou à passer devant au moins les bâtiments architecturaux et de connaître un peu leur histoire. Donc c'était une belle réussite dès le départ. Comme le disait Larbi, ça a vite été relayé un peu et on a vite compris l'importance de voir des jeunes qui sont pas habitués justement aux visites architecturales se retrouver du coup dans ces positions où non seulement ils assistaient à ces visites, mais également ils participaient et en plus connaissaient l'histoire et respectaient les lieux sur lesquels ils étaient. Donc c'était vraiment bénéfique pour toutes les parties. Et au fur et à mesure, donc on a vraiment travaillé sur qu'est-ce que le patrimoine architectural, quelles sont les valeurs du parcours qui peuvent être vraiment en relation avec le monde architectural, avec la culture en général également, parce que là on est vraiment sur de la culture, sur du patrimoine, et voilà, donc le sport fait partie de la culture, le sport urbain encore plus, et le parcours en y intégrant justement cette partie architecturale et visite guidée des monuments, arriver pleinement à prendre sa place sur cette histoire. La concrétisation, j'allais dire, la chose qui a vraiment valorisé, on va dire, ce partenariat entre le sport et l'architecture, c'est justement la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, donc qui a eu lieu en 2024, et dans laquelle on a pu voir justement donc un traceur arpenter tous les monuments, tous les bâtiments emblématiques de la ville de Paris. Donc tel un traceur, en montant sur les bâtiments, en sautant, en grimpant. Et c'était un spectacle grandiose. D'ailleurs, je pense qu'on a préparé une petite vidéo récapitulative un peu de ce passage. Ouais, tout à fait. Je pense que Justine peut la mettre, comme ça va visualiser un peu les propos. Je vais juste enlever le son comme ça, si on veut. Ouais. Donc là, en fait, c'est une vidéo qui a été coupée. On n'a que les passages du traceur, justement, qui nous permet aussi de voir un Paris qu'on ne connaît pas. Un Paris qu'on voit au-dessus des toits. Voilà, effectivement, c'est dans des bâtiments. Mais ça a pu vraiment aussi démocratiser aussi cette pratique auprès d'un public très, très large et mondial aussi. Une pratique qui est quand même, il faut le rappeler, que c'est une pratique qui a été créée en France. La discipline du parcours il y a une trentaine d'années. Donc, plutôt fier aussi de montrer ça et de pouvoir le représenter au JO 2024, spécialement à Paris. Donc là, on a toute la partie Louis Vuitton, qui nous intéresse un peu moins, même si c'est un patrimoine aussi. Mais comment dire, grâce justement aux pratiques du parcours et justement, j'introduis un peu ce qui a été fait récemment, c'est les journées du patrimoine. En tout cas, c'était la proposition. Pendant les journées du patrimoine qui se sont déroulées le mi-septembre, je ne sais plus, le 20 et le 29 septembre, c'est des journées justement pour découvrir des espaces qu'on connaît moins dans les villes. Et ça a été aussi une proposition de travailler avec Parcours, la ville de Roubaix avec Parcours, sur justement redécouvrir la ville de Roubaix. Exactement. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant qui a été fait lors de ces journées du patrimoine, c'est que habituellement, donc dans Parcours tes monuments, on prenait comme centre d'intérêt le patrimoine du coup urbain et architectural de la ville de Roubaix pour le mettre en valeur. Et pour cette journée du patrimoine, on a un peu passé à l'envers, c'est-à-dire que depuis 20 ans que le parcours existe sur Roubaix, on a également un patrimoine architectural de traceurs qui est un peu méconnu du grand public, mais que tous les traceurs passés par Roubaix connaissent parce qu'ils sont un peu emblématiques, hein, comme à Paris, on peut avoir la Dame de Fer, si je ne me trompe pas. Et voilà, à Roubaix, on a des spots emblématiques. Donc, je pense à la Cité des Presses, où on fait vraiment beaucoup de sauts de précision. On a Bras Blanc, donc c'est vraiment une entrée de parking où on peut s'exercer justement au saut de bras. Et on a plusieurs lieux comme ça qui sont
qui font partie du patrimoine architectural de la discipline. Et notre idée cette année, c'était vraiment de faire découvrir, donc dans cette année, on n'avait pas besoin de guide, on pouvait également faire les guides, et l'idée, c'était de faire découvrir à des néophytes comment un traceur voit la ville, et comment il se déplace, et qu'est-ce qui est important pour lui dans cette ville. Donc l'idée, c'était vraiment de tracer donc, avec des néophytes et d'aller justement d'un point à un autre sur des lieux qui ne sont pas accessibles ou où on n'a pas envie d'y accéder parce qu'il n'y a rien d'intéressant au premier abord à aller voir dans ces lieux, et de les emmener et leur dire, voilà, regardez là sur ce parking, en fait ce parking il est génial parce qu'on peut l'utiliser pour faire ceci, cela, montrer, faire des démonstrations, et de pouvoir montrer un peu le regard qu'avait le traceur sur son environnement urbain. Donc c'était un peu à contre-courant, mais ça a beaucoup plu parce qu'on avait 10 places et on a eu 16 inscriptions. Donc c'est quand même le fait que c'est un format qui plaît et qu'on pourrait qu'on pourrait travailler en plus et compléter pour les prochaines fois. Mais c'est ça aussi, en fin de compte, qu'est-ce qu'est le patrimoine architectural. Il existe aussi dans le sport et notamment dans le parcours. Et finalement, parce que là, on parle des journées du patrimoine, mais en dehors de ça, on propose à Parcours des sorties, parce que le parcours est né dans la ville finalement. Actuellement, on le pratique beaucoup en intérieur ici à Parcours 59, mais de base, il est né quand même dans la ville et en dehors des murs. Ce qu'on aime bien aussi proposer, c'est justement de retourner en ville pour aller faire ce qu'on appelle ici des move-out. Enfin, c'est notre type d'événement. Et moi qui ne suis pas pratiquante du parcours, qui ne suis pas traceuse, j'ai pu suivre en tant que photographe justement ces sessions de move-out. Donc, c'est des sessions itinérantes de parcours avec un groupe, des personnes qui s'inscrivent pareil et qui vont pratiquer du parcours sur l'île ou même sur d'autres spots. Et finalement, juste à être là avec eux, j'ai pu découvrir des coins de l'île que je ne connaissais pas. Vraiment, et puis avoir leur œil et finalement comprendre pourquoi ils vont sur ces spots-là. Finalement, on trouve des petites pépites alors qu'on ne serait pas forcément passé par là parce que ça ne nous intéresse pas juste parce qu'on passe par là. Ou même découvrir des petits coins parce que c'est super intéressant aussi en tant que non-pratiquante d'avoir aussi ce regard qu'on ne pourrait pas avoir ou qu'on pourrait du coup plus tard finalement s'intéresser plus tard, se dire tiens, je vois bien là quelqu'un faire du parcours et finalement on découvre un peu tout ça. Hop, je vérifie juste. Donc là, notre intervenant traceur a un peu de retard, donc on va pouvoir peut-être juste passer à l'intervention de Eric, si c'est OK pour toi, et puis on reviendra sur celle de Yann juste après qui finira sur cette thématique. Voilà. Je passe. Donc. Déjà, Eric, est-ce que ça te va de te présenter et de nous dire un peu qu'est-ce qui t'a attiré Parcours 59, parce que tu es venu finalement il y a 2-3 semaines de ça. Voilà, explique-nous un peu ton parcours à toi et pourquoi tu es allé jusqu'à Parcours 59. Bien, merci. Merci de m'avoir invité. Vous m'entendez bien ? Oui. Oui. Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour raconter quelques histoires. Déjà, merci pour cette belle photo qui me représente là, mais bon, on trouve ce qu'on trouve sur Internet. C'est pas grave. Déjà, je suis absolument novice, c'est-à-dire je connais très peu de choses à cette pratique et à Parcours. J'ai découvert Parcours il y a maintenant quelques mois, quand j'ai été invité à participer à une session de formation pour un établissement qui se met en place, l'école de la réparation, à Tissel, qui a pour objectif d'accompagner des jeunes décrocheurs, comme on dit, malheureusement, qui n'ont pas eu de formation leur permettant d'accéder à un emploi, pour les former à la cordonnerie. Pour l'instant, on est très très loin de Parcours. Ils m'ont fait signe, pourquoi ? Parce qu'ils ont vu sur le net, sur Instagram, une courte vidéo d'1 minute 30
relayé par un site d'un critique architectural d'architecture. Le site, l'adresse c'est tema.archi, tema.archi. Et là, je parlais de ce qui m'intéresse et de mon travail, puisque je suis donc historien de l'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. Et je m'intéresse à des choses un peu à la marge par rapport à ce que font mes collègues en histoire. Et je m'intéresse notamment aux matériaux de construction et aux composants utilisés dans la seconde partie du XXe siècle. Bon, on est encore très loin de parcours, vous allez voir, on va vite se rapprocher. Je m'intéresse à une approche visuelle de l'architecture, mais aussi à une approche plurisensorielle, et je voudrais parler de l'approche tactile, le toucher. Donc là, vous avez compris, ça commence à chauffer, parce que grimper sur les bâtiments, c'est une manière de les toucher. C'est une manière d'entretenir une proximité. Et même si j'ai une formation d'historien, même si je fais partie de la commission régionale de protection de l'architecture, je ne vais pas parler de patrimoine. Parce que pour moi, ce qui compte dans votre démarche, c'est d'abord le toucher et ce contact rapproché avec l'architecture. L'architecture, c'est quelque chose qui laisse souvent les gens très indifférents. L'architecture au sens large, c'est-à-dire je ne parle même pas de patrimoine, d'ailleurs je parle davantage d'héritage que de patrimoine. Quand on considère des vieilles choses, cet héritage peut être un héritage très ancien ou un héritage très récent. Je m'intéresse à des bâtiments que tout le monde mettrait à la poubelle si je ne leur montrais pas la qualité d'un type de revêtement en aluminium ou en terre cuite apposé sur la façade. Bon. Et donc, en regardant ça de près et en touchant ces objets, on prend conscience donc de la valeur de ces éléments et de la nécessité finalement de les connaître pour apprendre à aimer ou tout simplement à apprécier cet héritage. Donc, quand vous parliez d'une démarche qui va au-devant du patrimoine, qui essaie de travailler avec le patrimoine, même si ça peut paraître antagoniste, pour moi, je crois que c'est un formidable levier pour s'approcher et générer le contact, que ce soit dit explicitement ou non, parce que c'est une manière de regarder de près et de toucher de près, de se rendre compte qu'une façade, ce n'est pas quelque chose de lisse, c'est quelque chose qui a un relief, une façade ancienne, on a des appuis de fenêtres, des bandeaux, des bossages, etc. Et ce sont des appuis, ce sont surtout des prises. Et actuellement, je travaille beaucoup sur cette notion de prise en architecture. Un bâtiment, finalement, c'est une prise, ne serait-ce que pour la vue. Il y a de belles prises qu'on remarque tout de suite, à plusieurs centaines de mètres. Et puis, il y a des prises qui sont plus ténues, plus discrètes, où il faut justement tendre la main pour se rendre compte qu'il y a des aspérités et qu'on peut s'engager dedans pour ouvrir des voies. Alors, j'utilise le vocabulaire de l'alpinisme parce que je me suis un peu documenté il y a quelques temps là-dessus, même si je ne suis absolument pas grimpeur ni alpiniste, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est la technique, les techniques qui sont mises en place pour essayer de prendre cette architecture, de s'agripper, de grimper, de se rapprocher près d'elle, un peu comme le faisaient les alpinistes ou comme le font toujours les alpinistes. Donc, j'ai acheté quelques traités d'alpinisme. J'ai lu aussi des expériences plus anciennes qui démontrent, et bon, Larbi tout à l'heure a raison de dire que c'est bien de développer une approche qui ne serait pas élitiste. Je ne sais même plus ce que ça veut dire élitiste maintenant, surtout dans le domaine de l'architecture, sauf si on pense aux boutiques Hermès. Mais je voudrais rappeler quand même que l'histoire de la grimpe sur des bâtiments commence il y a très très longtemps, mais les premières publications datent du début du XXe siècle. Et les premières pratiques, elles étaient mises en scène et relayées à partir de Cambridge, en Grande-Bretagne. Et je peux vous dire que Cambridge, c'est tout sauf populaire. Donc les gens qui grimpaient sur les collèges à Cambridge et qui ont fait ce formidable livre qui s'appelle Night Climbers of Cambridge, avec justement un photographe comme Justine qui avait suivi les grimpeurs pour les photographier et illustrer ce livre. Les photos sont somptueuses. Et eh bien, ce sont des élites. Ce sont des élites. Et je crois que vous y gagneriez aussi à inviter, entre guillemets, des élites. Je ne sais pas si les gens maintenant, Pierre-Paul Jacques se revendique d'être une élite ou pas, mais en tout cas, c'était une pratique qui était réservée à ceux qui faisaient de l'alpinisme de haute montagne, à la base. Si on fait l'exception des élèves ou des étudiants qui faisaient le mur, littéralement, pour pouvoir se sauver le soir, aller boire un coup et rentrer tard. Bon. Mais donc cette pratique, elle pouvait être élitiste à la base,
ça raconte beaucoup de choses déjà, parce que ça raconte un certain nombre de règles. Il fallait être informé, il fallait être éduqué, il fallait connaître pour pouvoir s'engager dans des voies qu'a priori on ne connaissait pas. Donc ça veut dire que même si la démarche aujourd'hui n'est pas du tout difficile, bien au contraire, c'est l'intérêt de ça, eh bien il faut quand même inculquer des règles, apprendre à voir, à regarder pour flairer les bons coups et la capacité qu'a un bâtiment à accueillir ou non un parcours. Car l'enjeu, bien sûr, c'est celui-là aussi pour mes collègues des bâtiments historiques et des monuments de France, ou le contraire, bâtiments de France et monuments historiques, c'est de ne pas laisser de traces, surtout sur le patrimoine. Cette fois-ci, quand on parle de patrimoine, vous savez que le patrimoine chez nous, il est hyper protégé, surveillé, contrôlé, chouchouté. Donc, a priori, voir des gens qui viennent en disant « ouais, on va grimper », bon d'accord, il n'y a pas de piton, il n'y a pas de rappel, ok, mais quand même, ils ont peur que ça laisse des traces. Donc, il faut effacer les traces des traceurs, je dirais, ou alors apprendre aux traceurs à ne pas laisser de traces, et je sais qu'ils le font. Donc, il y a des bâtiments qui sont plus fragiles que d'autres aussi. Il y a des bâtiments qui peuvent encaisser des armées de grimpeurs sans qu'il y ait aucun danger. Et puis, il y a des choses plus récentes, peut-être plus fragiles, plus subtiles, qui méritent un regard plus attentionné. C'est les murs rideaux des années 50, 60. À ce moment-là, ça serait une formidable occasion pour les amateurs de parcours d'apprendre à grimper au rideau. Eh bien, là, ça demande une plus fine connaissance et une capacité à savoir de quoi sont faits ces éléments et savoir s'ils peuvent encaisser une surcharge ponctuelle ou pas. Je ne me fais pas d'illusions, oui, ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même que tout le monde soit bien d'accord avant. Donc, ça demande effectivement une préparation, comme vous le disiez, ça demande un rapprochement, un échange aussi bien avec les propriétaires, les gestionnaires, que ceux qui vont ensuite partir à l'assaut. Moi, je voudrais rajouter une chose pour terminer, parce que je ne veux pas non plus être trop long avec toutes mes histoires. J'ai pris des notes quand je vous ai écouté, donc c'est pour ça que j'ai rebondi sur plusieurs propos. Je crois donc que la démarche, c'est plus que simplement connaître l'histoire d'un édifice, mais c'est en permettre un rapprochement physique, créer une intimité avec son quotidien, avec l'architecture, apprendre à la regarder autrement, comme vous l'avez dit très bien en introduction, permettre donc des rapprochements. Et puis, il y a un mot que vous n'avez pas dit, et je crois qu'il faut vraiment cultiver ça. Je crois que ça mérite d'être soutenu, développé, décliné de plein de manières. C'est la poésie. C'est-à-dire, c'est aussi une manière poétique de pratiquer l'architecture, en créant justement ce rapprochement, cette intimité, en allant au-devant d'un bâti, cet héritage. Et je crois qu'il y a un enjeu qui est celui des histoires qu'on peut raconter a posteriori. Parce que si vous parlez tout à l'heure des anecdotes comme celle de la toiture de la condition publique, et Patrick Bouchain était très fort, l'architecte, pour raconter des histoires autour de ça, le parcours et la grimpe participent aussi à la construction d'histoires, de légendes urbaines, on pourrait dire, mais ces histoires, elles sont importantes, et ce sont elles aussi qui animent et qui font vibrer aussi les jeunes publics, voilà, par rapport à ce genre de pratique. Donc, évidemment, je reste à votre disposition si je peux apporter quelque chose. Moi, je suis pire que Justine. Justine photographie, moi, je regarde de loin, mais ça m'intrigue et ça m'intéresse beaucoup. Donc, je suis volontiers partant pour aller voir de près ce qui se passe. Merci. Merci beaucoup, Eric. C'est très inspirant tout ce que tu viens d'évoquer. Je voudrais juste réagir. C'est oui, le rapport qu'a le traceur avec le bâtiment, avec l'architecture. Il y a quelque chose de poétique. Tu as totalement raison. Et ça me fait penser. Il y a aussi pour les monuments historiques vraiment le terme que je pense que pour définir le rapport qu'a la France avec le patrimoine, c'est presque de l'ordre du sacré. Et nous, on l'a vécu notamment avec la Villa Savoie du Corbusier, où est-ce que j'ai mis une vidéo où on a pu pratiquer
faire une vidéo dans la ville de Savoie en faisant du parcours. Et on voit à la fin nettoyer chaque trace que l'on a pu faire ici et là. Et mais il y a une forme de respect extrêmement grande entre le pratiquant et le bâtiment, ou plutôt l'architecture, lorsqu'on est en pratique. Et en tout cas, ouais. Je crois que les enjeux sont vraiment culturels, mais ils dépassent simplement la pratique de parcours. Il suffit de venir à l'école d'architecture ici, de voir comment les étudiants se comportent dans les ateliers, à quoi ressemblent les ateliers en fin de journée, et d'aller à Helsinki, à l'université Aalto, où on demande aux étudiants que les ateliers soient plus propres, de 5% plus propres qu'ils ne l'étaient avant qu'ils entrent le soir. Donc il y a une logique aussi de l'entretien, une réflexion autour de l'entretien, et ça participe de cette logique parce que je sais qu'il y a aussi toute une armée de professionnels de l'entretien qui font aussi, malgré eux, du parcours, du rappel sur les façades, pour ne serait-ce qu'entretenir certains bâtiments qui ne sont accessibles que depuis l'extérieur. Complètement. Juste petite anecdote, enfin du moins moi, quand je pratiquais du parcours, parce que j'en ai pratiqué pendant plus de 15 ans, quand je montais sur un lieu, sur un bâtiment, sur une corniche, en fait, je me disais tout de même que on testait toujours. Et on fait toujours très attention, on teste avant pour voir si c'est solide ou pas. Mais quand c'est pas solide, ça montre aussi des défauts qui vont amener tôt ou tard à ce que ça casse. Parfois, en fait, il est intéressant qu'un pratiquant puisse toucher le bâtiment pour aussi dire là où est-ce qu'il y a des fragilités et peut-être où est-ce qu'on peut, en prévention, intervenir avant qu'il y ait un problème. C'est un peu à la marge de ce qu'on se disait, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être aussi il y a peut-être même un intérêt, en fait, à ce que un pratiquant puisse toucher un bâtiment de façon à ce que on puisse mieux l'ausculter, peut-être. Oui, absolument. J'ai oublié de vous dire dans mon introduction, en fait, oui, j'avais été sollicité par cet établissement École de la Réparation, tout simplement pour sensibiliser ces jeunes à l'architecture d'une manière un peu originale, et c'est un peu ma spécialité. Je suis un iconoclaste en la matière, et bien sûr, j'ai eu l'idée de venir chez vous avec eux. Bon, malheureusement, ça ne pourra pas se faire cette année, mais ça se fera peut-être l'année prochaine. Voilà, pour une raison de budget, c'était compliqué pour eux aussi, c'est la première année. Merci en tout cas pour vos interventions, c'était vraiment super intéressant. Merci Eric pour tout ça. Je trouvais ça effectivement pertinent que tu participes aujourd'hui avec ton regard, parce que tu as aussi ton regard finalement, en plus de ceux des traceurs dont on parle depuis le début. Et ça confirme effectivement que tu étais très pertinent pour ce webinaire. Donc merci encore. Merci Larbi aussi pour tes interventions supplémentaires. Là, je vais juste laisser la place à notre cher coach Yann qui nous a rejoint et qui va pouvoir se présenter en quelques mots, notamment depuis quand tu fais du parcours et pourquoi tu pratiques cette discipline. Et toi, en tant que traceur, du coup, notamment pour avoir participé à Parcours tes monuments et pour avoir participé aussi à d'autres interventions avec notamment le musée de la piscine ou ce genre de choses. Comment tu as vécu en tant que traceur justement ce lien avec le patrimoine, avec l'architecture, enfin voilà, tout ça. Je te laisse la parole, Yann. Merci encore. Ok, bonjour à tous déjà. Excusez-moi de ce petit retard. Est-ce que tout le monde m'entend bien, pour être sûr? Ouais, c'est nickel. Ok, parfait. Alors du coup, moi je me présente. Je m'appelle Yann Gravet. J'ai 23 ans et ça fait actuellement 3 ans que je coach à Parcours 59. 11 ans que je pratique le parcours, avec quelques pauses et bifurcations au niveau de mon niveau de pratique. Voilà. Sur le côté, qu'est-ce que je peux dire? Je fais une formation cascadeur, donc moi, le parcours, je l'utilise pour
plein d'autres choses. On va dire que le parcours, en fait, c'est un moyen, c'est un outil que j'utilise pour plein d'autres choses. Donc voilà un peu pour ma présentation personnelle. Alors la première question j'ai répondu, parfait. Ce qui m'a attiré dans la discipline. Ouais. Ce qui m'a attiré en premier temps dans la discipline du parcours, moi, je dirais que c'est un peu ce côté liberté. C'est-à-dire qu'il y a plein de sports qui vont amener, qui vont nécessiter des infrastructures, nécessiter des choses. Là où le parcours est intéressant, c'est qu'il va utiliser, quel que soit l'environnement où on est, il va l'utiliser pour pouvoir se réapproprier le corps, se réapproprier l'endroit pour se réapproprier le corps. Donc en fait, on va utiliser vraiment ce qu'on a sous la main. Moi, je suis un jeune qui vient à la base de la campagne, donc j'avais pas grand-chose, mais un ballot de paille, ça suffit. Donc quand je suis arrivé en ville, voir les infrastructures et voir les bâtisses, les murs, tout ça, tout ce qui était déjà en place, moi, c'était le rêve déjà. Donc, c'est le fait de pouvoir pratiquer avec rien, de pouvoir bouger et de revenir à ce côté un peu, on va dire, pas enfantin, mais de jeu. C'est de venir vraiment s'amuser comme on pourrait le faire en étant enfant, mais avec un œil différent. Donc voilà à peu près pour ce qui m'a intéressé. J'espère que c'est ce dont Oui, c'est très j'ai bien. répondu aux questions. Oui, je te pose une question, comme ça, ce sera plus simple. Tu seras Ouais, pas... je veux bien. Donc, je vais faire l'intervieweuse. T'es prête? Ça marche, avec plaisir. Que penses-tu du projet Parcours tes monuments? Parcours tes monuments, moi je trouve que c'est très intéressant. En fait, on a déjà cette proximité avec les monuments de la ville, les monuments, les infrastructures de manière générale. On a déjà cette proximité, mais venir vraiment mettre un mot et venir vraiment mettre le parallèle avec les monuments, l'histoire qu'il y a autour de ça, ça permet déjà de se renseigner. Nous, on va pratiquer, on va avoir du respect pour l'endroit, du respect, si on pratique en nature, ça va être la même chose, du respect pour les infrastructures, on va rien abîmer, on va se renseigner, comme j'ai pu l'entendre juste avant, on va se renseigner sur tel matériau, telle matière, notamment par exemple, je pense, les tuiles, c'est jamais au grand jamais, on sait que ça va casser, il y a certaines choses qu'on va éviter de faire. Et mettre le parallèle sur l'historique et notre manière de pratiquer, en fait, ça vient un peu dédramatiser le fait que le parcours, qu'on le veuille ou non, subit un peu il subit une mauvaise réputation parce que ça vient de la rue. Et on pense directement parcours, les gens grimpent, les gens vont dégrader, alors que pas du tout. Justement, si on peut faire en sorte que les choses soient bien entretenues, si on monte sur un toit et qu'on voit des détritus, on va pas les laisser là. Si on peut améliorer les choses, après, je vais pas dire que tout le monde le fait, il y a de tout, mais en tout cas, moi personnellement, et moi quand je bouge pour Parcours ces monuments ou avec d'autres traceurs, on essaye de le faire un maximum. Donc, ouais, il y a ce côté-là qui est intéressant, c'est de vraiment aller dans l'autre sens. Là où, en fait, on venait prendre beaucoup des infrastructures, là, on va un peu donner en venant les mettre en valeur, en fait. Parfait, trop bien. Et du coup, tu as participé à des événements comme Parcours tes monuments là en septembre, mais tu as aussi, là c'est anecdotique, donc c'est plus à l'intérieur du monument, mais au musée de la piscine de Roubaix. Oui. Qu'en as-tu retiré de ces expériences et est-ce que toi-même, tu as découvert aussi des choses, comme tu dis, tu te renseignes aussi sur les monuments, sur le patrimoine. Qu'est-ce que tu en retires en fait de ces expériences finalement? C'était super intéressant. Déjà, ce format-là était un peu différent d'un parcours tes monuments où on va être en extérieur comme une session de parcours à la base. Là, on était plus sur une création, donc un espèce de spectacle, un petit show.
Donc, le côté intéressant, c'est qu'en fait, encore une fois, ça raconte des histoires. Nous, on est arrivé dans un endroit, on a directement été inspiré. Guillaume qui n'est pas là aujourd'hui, qui a directement vu Assassin's Creed. Donc, c'est un jeu vidéo sur l'historique, sur l'histoire. Et lui, étant fan de ce jeu-là et de cette licence, a directement eu l'idée de faire un truc comme ça. On a été aidé aussi par, que j'ai du mal à retenir les prénoms, un chorégraphe qui nous a énormément aidé. Tous ensemble, Romuald. Ah, bien vu, super, merci, tu me sauves. On a été aidé par Romuald, ouais, qui nous a aidé aussi à faire la choré. Et dans l'idée, ouais, c'était intéressant et différent. D'un point de vue personnel, moi, ça m'a aidé sur le côté spectacle. Et d'un point de vue extérieur, en fait, moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant de voir à quel point il était possible de mélanger ces deux mondes. C'est faire du parcours dans un musée, ça paraissait un peu étrange, incongru. Et au final, c'est la descente, je pense à un moment où l'entrée du musée de la piscine, où il y a vraiment le deuxième étage, Guillaume qui descend du deuxième étage, qui vient descendre et se mêler en fait au décor. C'est pas en fait le décor qu'on a ramené, il est déjà là et on vient l'utiliser. Donc ouais, c'est marrant aussi de voir qu'on peut raconter des choses avec le parcours. Et c'est juste du mouvement. Donc avec du mouvement, on peut tout faire, de l'artistique. Et une histoire, on peut raconter des choses vraies, des choses fausses, de la fiction, et faire des clins d'œil et faire honneur à des choses qui existent déjà, notamment l'histoire du musée de la piscine. Merci, en tout cas, c'est vraiment super intéressant. Et aussi, pareil, j'étais là en tant que photographe à ce moment-là et j'ai redécouvert aussi le musée de la piscine donc, de Roubaix de cette manière-là. Et effectivement, on en a parlé au fur et à mesure, mais comment dire, les gérants du musée avaient très peur que vous abîmiez les lieux, parce que normal, c'est même les œuvres, mais vous avez toujours été ultra respectueux et ultra à l'écoute aussi de tout ça. Et franchement, en tant que témoin, j'étais impressionnée aussi de ce rapport-là. J'ai trouvé ça super intéressant. Larbi nous rajoute qu'effectivement, grâce au jeu Assassin's Creed, notamment cette licence-là, on découvre aussi le parcours, mais aussi l'architecture. Enfin, ce jeu a aussi démocratisé énormément la pratique du parcours et ce qu'on peut imaginer grâce un peu à Parcours tes monuments. Voilà, c'est un lien direct aussi avec ce qu'on fait aujourd'hui. Finalement, on met dans le réel ce qui a été créé sur les plateformes et les jeux vidéo, donc c'est très très cool. Je ne sais pas si je voulais juste poser la question peut-être à Eric s'il connaissait Assassin's Creed et ce qui est fait autour de l'architecture par rapport à Assassin's Creed et de son utilisation ludique pour apprendre à découvrir en fait des monuments historiques. Alors moi, je suis vraiment pas du tout branché jeux vidéo, malheureusement. Tout ce que je connais sur l'écran, c'est des Yamakasi. Voilà. Mais ça commence à dater un peu. Hein. Ça date un peu. N'empêche que c'est intéressant de pouvoir... ils ont, en somme, ils ont modélisé avec la plus grande exactitude possible des villes de siècles passés. Et donc, permet, en faisant du parcours, mais d'un point de vue virtuel, de découvrir ce bâtiment. Et ça a donné en fait envie à un nombre important de pratiquants qui se sont initiés au parcours et qui, du coup, se sont amenés à avoir ce rapport à la ville et ce rapport au monument, ce rapport à l'architecture. Je sais bien que c'est important de passer par ces médias, c'est incontournable aujourd'hui, mais vous êtes en train de parler quand même d'une pratique in situ.
Et faut vraiment pas évacuer cette dimension-là. Elle est vraiment centrale, comme l'architecture. On peut pas en parler quand on va pas la voir, quand on n'est pas confronté. Quand je vous parlais du toucher, c'est pour moi une manière vraiment d'établir le contact, un contact qui disparaît justement avec les supports médiatiques actuels. Mais pour reprendre, et ça fait écho peut-être, j'avais imaginé un exercice quand j'enseignais 3 ans sur Paris. J'avais emmené des étudiants, je devais encadrer des séances de croquis justement pour parler d'architecture du début du XVIIe siècle et XVIe siècle. Et je les avais emmenés dans la cour du Louvre en leur demandant de dessiner non pas la façade de l'Escaut, parce que je savais que ça les intéressait moyennement, mais je leur ai demandé de tracer une voie sur la façade pour finalement me raconter les reliefs, pour me raconter les profils du bâtiment, pour qu'ils prennent conscience justement que ce n'était pas une façade plate. Voilà. Donc, c'est un alibi pour moi, mais c'était une manière effectivement d'appréhender autrement le bâtiment. Complètement, c'est vrai que sa texture et son... je veux dire, il y a des choses qu'on ne peut pas voir au travers d'une photo, d'une image, d'une vidéo, ou même d'une modélisation 3D. C'est vraiment la sensation, le toucher, et même avec la lumière et ce rapprochement qui vont faire toute la différence. Et d'ailleurs, je vais terminer par ça. Il faut savoir que c'est pas inné quand on pratique le parcours de respecter les bâtiments. En fait, d'abord, on pense à sa pratique et on se dit, en fait, moi, tout ce que je veux, c'est grimper là et sauter de là à là. Et en fait, parfois, sans prendre conscience en fait qu'on peut dégrader, qu'on peut abîmer. Et justement, c'est en mêlant justement notion d'architecture, notion d'histoire et pratique qu'on permet en fait de sensibiliser aussi les pratiquants à avoir un regard plutôt une pratique qui se caractérise par une douceur et dans le geste et qui est empli de respect. Et ça, c'est important de le dire, que parcours tes monuments en fait d'abord amène à apprendre à respecter. Oui, je voudrais aussi rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Yann. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une approche physique. C'est-à-dire, ça demande un engagement physique, c'est un sport, d'après ce que j'ai compris. Mais alors, c'est là où ça devient intéressant. Bon, d'accord, on peut parler de façades sur lesquelles on va aller grimper, mais je crois vous pourriez aussi, et c'est évident aujourd'hui, c'est très important, développer une pensée autour des PMR, les publics qui ont un accès restreint aux édifices, ou voir les personnes âgées. Moi, je suis vraiment dans le problème actuellement avec mon entourage, des personnes de 93 ou 95 ans. Pour elles, monter un escalier, c'est déjà une expérience physique colossale. Mais ils montent cet escalier autrement. C'est-à-dire la manière dont ils vont agripper une main courante, s'aider de tout ce qui existe dans la cage d'escalier pour pouvoir grimper, alors que nous, on n'y pense pas, on y va les doigts dans le nez, c'est déjà presque du parcours. C'est une forme de parcours à laquelle on ne pense pas tellement évidente. C'est du parcours, d'aller d'un point A à un point B, et c'est le plus efficacement possible. Si la personne n'arrive pas à monter les marches d'escalier, qu'elle a besoin de s'aider, en fait, c'est une forme de parcours. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on a développé le parcours pour les seniors, pour les personnes qui ont une mobilité extrêmement restreinte, et même pour les publics porteurs de handicap. C'est intéressant peut-être, comme vous dites, de faire cette parallèle de ce qu'on fait, je veux dire, en pratique dans nos cours pour accompagner ces publics, et comment on pourrait adapter quelque chose autour des monuments et autour de ces publics. Ça peut être hyper intéressant. Messieurs, je vais devoir malheureusement vous couper, j'en suis désolée, même si le sujet est super intéressant. Alors, pas de frustration pour celles et ceux qui sont présents aujourd'hui. Là, les thématiques, justement, qu'on n'a pas fini de discuter, par exemple, effectivement, l'accès PMR et pour les personnes seniors, c'est très intéressant. On pourra aller plus loin, en fait, dans un format qu'on propose aussi en complément de ces webinaires, c'est le podcast.
Et du coup, notre ami et collègue Alexandre va pouvoir aussi vous contacter directement, Eric, Yann, et on devait avoir, et Kevin bien évidemment, on devait avoir une quatrième intervenante aujourd'hui, c'est la ville de Roubaix, qui ne pouvait pas venir malheureusement aujourd'hui, mais qui sera présente sur les podcasts. Donc même, voilà, si vous avez des questions à lui poser pour ce qui concerne la ville, n'hésitez pas, on pourra aussi aborder ce sujet-là et aller plus loin sur nos podcasts. Donc tout ça, gardez bien ça en tête, mes chers intervenants, pour compléter notre webinaire d'aujourd'hui. Voilà, Alexandre qui vous dit je vous contacterai très bientôt. Au taquet, Alexandre, merci. Pour finir, du coup, ce que je vous disais, on va mettre du coup la vidéo, donc tous les échanges aujourd'hui ont été enregistrés en vidéo, je les posterai très prochainement, donc vous pourrez le revoir et même le partager, n'hésitez pas. Les podcasts, Alexandre viendra vous voir, vous contacter très rapidement aussi pour faire le lien. Je vais mettre aussi en lien toutes les références et toutes les comment dire, j'ai plus le mot, mais tous les liens Radio France, le podcast dont parlait Thibaut par exemple, dont a fait référence Thibaut. Il y a aussi tous les liens YouTube que Larbi a partagé tout à l'heure. Tout ça, je les mettrai aussi dans la conclusion. Avant de vous quitter, je vous préviens aussi qu'on a nos prochains webinaires. Le prochain, ce sera le mardi 28 octobre. Ce sera sur c'est sur le sport comme lien social, excusez-moi. On a juste interverti les deux. Donc, comment Parcours 59 s'implique, on va dire, dans le quartier et puis dans la ville de Roubaix, tout simplement, et comment on utilise le sport comme lien social. Voilà, c'est une petite introduction pour nos prochains webinaires. Et je vous remercie en tout cas de votre participation, d'être venu, de tous ces échanges. Et j'ai hâte aussi de découvrir ce que va donner les podcasts, parce que rien que tous les échanges qu'on a eus, c'était super intéressant et super pertinent et très complémentaire aussi. Donc, hâte de tout ça. Merci encore Eric, merci encore Yann, merci encore Larbi et Kevin d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous.